Je me suis dit, c'est pas possible. Et je l'ai dit à mes habitants. Et le retour que j'ai eu en face de moi, où il y avait 1200 personnes au vœu, ça a été que tout le monde est venu me voir et m'a dit derrière, monsieur le maire, faut y aller, faut foncer. Bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast de Politiquet qui accueille aujourd'hui quelqu'un que nous avons déjà accueilli, qui a eu un franc succès chez nos auditeurs, Mickaël Pacaud, le maire de Mions. Mickaël, merci d'être chez nous pour la seconde fois. Merci pour l'invitation. Je crois que tu es aujourd'hui à Paris. On a profité de ta venue avec le conseil municipal des jeunes de ta commune pour tourner un deuxième épisode. Est-ce que tu peux simplement, en intro, nous parler du conseil municipal des jeunes de la commune de Mions ? Conseil municipal des jeunes, effectivement, aujourd'hui, on visite le Sénat. On a 34 jeunes de l'école élémentaire jusqu'au collège et ça cartonne. C'est une structure, un conseil qui fonctionne bien, qui nous donne pas mal d'idées. Donc voilà, localement, on s'en sert beaucoup et c'est très bien également pour les jeunes, pour les former et surtout leur donner des informations sur notre beau pays. Sur notre beau mandat d'élus locaux. C'est ça. Bon. La première fois que l'on s'est vu, c'était au congrès des maires. Tu étais élu depuis 3-4 mois. C'est ça. L'épisode a très bien marché parce que dans un monde politique où on nous explique et où on explique aux Français que rien n'est possible, tu avais un discours ultra optimiste, ultra ambitieux, ultra dynamique. Et l'un des sujets que tu abordais, c'est celui de la santé. À l'époque, si je me souviens bien, 11 médecins, 5 qui allaient partir ou quelques-uns qui allaient partir. Des médecins overbookés, des milliers d'habitants de Mions sans médecin traitant. Et tu nous disais que d'ici le 31 janvier, tu allais te relever les manches avec ton équipe et régler le problème avec une maison de santé. Alors là, on est 1er juin. On en est où ? On est 1er juin. J'ai tenu parole parce qu'avant le 31 décembre, j'avais commencé avec les professionnels de santé à réunir toutes les personnes en ALD et qui n'avaient pas de médecin traitant. ALD, affection longue durée, pour les mettre sur un listing. Et ensuite, à partir du 9 janvier, j'ai ouvert la maison de santé à Mions. Donc 9 janvier, ouverture, mais avec combien de médecins ? Un médecin, ouverture 2 médecins ? Avec 3 médecins qui, à tour de rôle, commençaient à recevoir ces patients-là. Et ensuite, aujourd'hui, on en est à 15 médecins et au mois de septembre, on en aura 18. Donc 18 médecins ramenés par les soins du maire et de son équipe en même pas un an. En même pas un an, on est sur du 6 mois. Donc c'est quelque chose qui est fort. Hein. La santé, on en avait parlé quand on s'était vu, c'est pas une prérogative qu'on a quand on est maire, mais tous les deux, on est un peu pareil. Hein. On va pas détourner le regard quand il y a un problème. Donc voilà, je me suis retroussé les manches avec mon équipe et puis on est rentré dans le... Comment est-ce qu'on ramène 15 médecins à Mions, même si tu vas me dire que c'est parce que la ville est magnifique, que l'équipe municipale est dynamique et formidable, mais comment est-ce qu'on les attire ? Alors, on a pris des médecins solidaires, des médecins généralistes, des étudiants, des médecins retraités. Et l'idée, c'était que la ville finance ce pôle santé et qu'ensuite, on puisse accueillir différents médecins en leur proposant des loyers modérés ou quasi nuls. Un loyer modéré, c'est quoi, globalement ? Combien paye un médecin à Mions ? Aujourd'hui, nous, très clairement, pendant 1 an, le loyer est gratuit. Ok. Voilà. Donc, c'est un investissement de 70 000 € pour la ville pour payer cette structure, et avec l'ensemble des professionnels et des structures d'État, donc l'ARS, les CPTS, etc., les communautés professionnelles de santé, on a travaillé pour qu'elles gèrent l'intérieur de ce pôle santé, et ça cartonne. Donc toi, tu t'occupes des murs, c'est ça. Et tu le mets à disposition des médecins, qui en gros le gèrent de façon autonome. Murs, l'intérieur pour tout le matériel, j'ai payé la moitié avec la ville, et la région Auvergne-Rhône-Alpes a également aussi mis la main à la pâte. Donc le matériel professionnel des médecins. Stéthoscope, électrocardiogramme, etc. Donc en fait, ce que tu vends aux médecins, c'est une espèce de solution clé en main, où ils arrivent, les locaux sont prêts, il y a tout le matériel, ils n'ont plus qu'à bosser. L'objectif, c'était ça, c'est que le médecin, il n'est pas chef d'entreprise, donc il n'a pas, dans l'idée, il n'a pas, et on sait que c'est compliqué pour eux, à gérer l'assistante médicale ou la secrétaire médicale, à gérer tel et tel truc qu'ils n'ont pas à faire. Le médecin doit arriver avec sa valise et exercer. Ok. Et c'était l'objectif, et aujourd'hui, ça marche. Une solution clé en main, qui est remarquée même, je crois, tout en haut de l'échiquier politique, avec une visite ministérielle et une inauguration ministérielle à Mions. Oui, ça s'est très bien passé. Les professionnels de santé, et c'était important que l'État puisse venir et voir ce qui était fait pour que ce puisse être dupliqué sur le territoire national. Parce que moi, je pense que la structure qu'on a faite, assistante médicale, peut-être bientôt secrétaire médicale, des médecins, des infirmières IPA, infirmières ASALE. Est-ce que tu peux nous donner les acronymes ? Infirmière IPA, c'est une infirmière en pratique avancée qui
qui est en mesure de dégager du temps du médecin sur des maladies chroniques, etc. Et ça va permettre justement de libérer des créneaux pour que le médecin puisse recevoir des patients. Voilà, donc on essaye de faire que ce soit un pôle santé qui puisse être un peu la santé de demain. Voilà, très clairement. Et pour l'instant, ça fonctionne. Moi, j'en suis fier. Mes équipes en sont fiers également, et les professionnels de santé qui nous ont rejoints et qui vont continuer, parce que honnêtement, mes équipes, c'est limite tous les 3 jours qu'elles ont des appels de médecins. Alors, c'est des médecins qui viennent 1 ou 2 jours, quelquefois 5 jours par semaine. Et avec ça, on arrive à faire que sur le mois de juin, par exemple, on a 5 médecins par jour. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est maintenant les médecins qui démarchent la ville pour venir complètement travailler chez vous ? Complètement. Ok, donc le paradigme a été renversé. Ça a été renversé, et encore une fois, on en est fiers. Le paradigme est renversé, des solutions novatrices. Et du coup, comme tu avais encore un peu de temps libre et des nouvelles idées, j'ai vu que sur Facebook, tu annonces la création d'une maison des aidants. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison des aidants ? L'idée, c'est qu'on sait très bien qu'un aidant, ça peut être un enfant. Donc un aidant, on précise, c'est quelqu'un qui accompagne une personne en situation de handicap, de maladie, ou même de vieillesse. C'est ça. Et l'idée qu'on avait avec mon adjointe aux solidarités, c'était de pouvoir permettre d'ouvrir un lieu ressource où, si on avait envie de souffler, on pouvait souffler aussi. Donc il y aura à l'intérieur un lieu ressource, c'est ce que je disais, quelqu'un qui s'occupera de faire venir différentes animations, France Alzheimer, pour tout ce qui est prévention, cancer, etc. Et une chambre pour les aidants qui veulent souffler. Donc il me semble qu'il y en a 4 sur le territoire national. Et nous, on veut vraiment que ce soit très élargi. Et je pense qu'on peut être, encore une fois, une ville innovante en la matière. Et normalement, on va l'inaugurer, il me semble que c'est début juillet, voire fin août. Alors, 6 mois, même pas, 4 mois pour lancer une maison médicale. Quelques mois pour lancer une maison des aidants. Quelques mois, on l'a annoncé au mois de janvier. Les équipes du CCS et de la ville travaillent beaucoup en lien avec les différents partenaires. Donc voilà, moi j'espère que ça va aller vite. Les travaux sont en cours. Comment est-ce qu'on fait pour aller vite dans un monde politique où on nous explique que tout est compliqué, qu'il y a plein de SERFA différents, qu'il faut passer par plein de services, l'ARS, l'État, la sous-préfecture, la région. Quelle est la recette Mickaël Paco pour aller plus vite que les autres ? Je ne sais pas si la dernière fois on en avait parlé tous les deux. Je sais qu'on en a parlé en off. L'idée, c'est de casser les portes fermées. Très clairement. Avec de la volonté, il n'y a pas besoin de gros budget. On a la volonté tous les deux de casser les codes et de tout faire pour nos habitants. Donc avec cette volonté-là, on peut aller n'importe où. Donc c'est bon pour la santé. Ça va bien avec. C'est bon pour la maison des aidants. On parlera de la sécurité tout à l'heure. Mais voilà, moi, je casse des portes fermées et j'essaye de faire des projets utiles pour mes habitants et surtout rapides, parce que les politiques, on les a connus. Nous raconter que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on va changer les choses, aujourd'hui, c'est fini. C'est maintenant. Mais comment réagissent les structures organisées, la préfecture, l'ARS, qui ont l'habitude d'avoir affaire à des maires parfois un peu lisses, peut-être dociles, j'ose le terme, ou en tout cas obéissants et ne voulant pas faire de vagues ? Pour le coup, quand j'avais fait les épisodes avec toi et que j'étais passé un peu dans la presse, c'est l'ARS qui m'a démarché et on a vraiment travaillé ensemble. On a travaillé ensemble parce qu'ils ont mis en place, alors pour le Rhône, une équipe, donc une médecin et une personne qui est un peu dans le monde des élus locaux. Et ces personnes-là ont été vraiment des ressources. Pour moi, elles m'ont aidé fortement parce que c'était du local. Donc elles ont fait le nécessaire pour nous accompagner. Et je pense que les épisodes qu'on a faits, ça a fortement servi. Après, moi, avec la préfecture, j'ai de bonnes relations. J'hésite pas à les appeler pour n'importe quel sujet. Et puis on échange surtout. Et voilà, je pense que je leur dis, mais il faut casser les portes fermées. C'est sûr que les SERFA, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Alors, pour casser les portes fermées, on peut le faire seul, en tant que maire, en tant que tête de pont. Mais derrière soi, il faut être suivi par ses élus. Puis au-delà de ces élus, il faut aussi être entouré d'agents de qualité. Je crois que tu as pu t'entourer d'hommes et de femmes qui t'appuient dans ta démarche. Comment est-ce que, dans ce monde assez plan-plan des collectivités, on va chercher ces profils prêts à accompagner un maire qui veut aller au front ? Moi, j'ai fait venir au sein de mon cabinet donc une dame qui était à la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui accompagnait les élus, qui est devenue ma directrice de cabinet. J'ai fait venir aussi une des assistantes de la région et voilà, je m'entoure de personnes dynamiques qui sont du territoire aussi. J'ai une directrice générale des services qui est fortement engagée. Pour toi de prendre des gens qui sont enracinés ou liés au territoire. Ouais. On travaille hyper mieux important. Quand on travaille pour les siens ? Oui, parce que déjà elles connaissent le territoire et puis elles sont dans la vraie vie aussi. Donc moi je suis fier d'avoir une très belle équipe d'élus
me suit, qui me porte, et d'avoir des agents, comme tu l'as dit, qui, sans les agents, on peut décider de n'importe quelle politique, mais s'il n'y a pas d'agents derrière qui sont dans bonne volonté et qui vous suivent, c'est foutu. C'est la cheville ouvrière. Ouais, complètement. On a parlé santé, on a parlé aidants, deux compétences qui ne sont pas des compétences communales, mais dont tu te saisis puisqu'il y a un enjeu de territoire. J'ai vu que tu t'étais saisi de la question de l'agriculture il y a peu. Je me suis saisi de la question de l'agriculture parce que quand j'ai fait mes vœux à la population au mois de janvier, j'avais limite la larme à l'œil. J'avais eu retour d'un collègue qui m'avait dit, écoute Mickaël, il y a un agriculteur qui est parti à la banque, qui devait acheter pour 6 ou 7 000 euros de semis. La banque lui a refusé. Et c'est l'un des 2 derniers agriculteurs qu'on a sur la commune. Il a 24 hectares. C'est quelqu'un en plus qui est en situation de handicap, qui se fait aider par son père de 87 ans. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce pays ? C'est quoi ce pays où on va refuser un crédit à un agriculteur qui le remboursera dans tous les cas ? Je me suis dit, c'est pas possible. Et je l'ai dit à mes habitants. Et le retour que j'ai eu en face de moi, où il y avait 1200 personnes au vœu, ça a été que tout le monde est venu me voir et m'a dit derrière, monsieur le maire, il faut y aller, il faut foncer. Allez-y pour l'agriculture. Donc j'ai voté au conseil municipal 100 000 euros d'aide à l'investissement pour ces agriculteurs, ces 2 derniers agriculteurs. Et ça a porté ses fruits parce que j'ai une société Mioland, familiale, qui m'a contacté et qui a dit, monsieur le maire, on va être 2 à l'aider cet agriculteur. Ça nous a touchés, donc on l'a reçu en mairie. L'entreprise lui a donné un prêt à taux zéro remboursable dans le nombre d'années qu'il voulait. Et nous, la ville, on a pris en charge son investissement qu'il avait payé, qu'il avait dû acheter en Espagne, du matériel pour pouvoir faire ses semis. Donc voilà, avec cet investissement-là, ce budget, on a pu l'aider fortement. Donc ils nous remercient bien sûr, mais les agriculteurs, ce n'est pas des gens qui viennent se plaindre. Et ils ne se montrent pas. Donc il faut aller les chercher. Et heureusement, encore une fois, que je suis, moi, de mon côté, un enfant du territoire, parce que j'y suis allé. Et là, on a aidé, il y a pas plus tard qu'il y a 1 semaine. C'est pareil, c'est quand même un peu scandaleux. Mais moi, j'ai reçu l'agriculteur qui me dit, voilà ce que je touche, ce que je dépense toute l'année. Voilà ce que je touche, pardon. Il y avait 50% d'écart entre les 2 sommes. Donc il était plus aux normes pour ses vaches. Il fallait un autre hangar, etc. Donc moi, j'ai décidé d'aller à hauteur de 80 000 euros avec la ville pour l'aider à construire un hangar et enfin être aux normes pour lui, pour les bêtes. Comment est-ce qu'on porte ce montage ? Parce que c'est pas une compétence. D'habitude, on investit sur des compétences municipales, sur des biens communaux. Comment est-ce qu'on va aider des initiatives privées dont on comprend bien l'intérêt pour le territoire ? Mais quel est le montage ? Quelle est la méthode ? Parce que les auditeurs qui nous regardent, le monde agricole, il est en difficulté partout en France. Il y a 35 000 communes. Il y aura peut-être 30 000 personnes qui voudront faire la même chose que toi. On va déjà sur l'investissement, ce qui est très important et c'est ce qu'on peut faire. Et puis après, tu le rappelais, on a des agents de qualité qui arrivent à nous faire des montages qui correspondent bien aux règles. Et puis c'est parti, tout simple, on signe une convention et en avant. Et au sein de ton conseil, c'est des choses qui créent du débat. Non. Où tu es suivi et il y a tout de suite un élan. Il n'y a pas eu de débat, surtout que la dernière fois, j'ai eu vent de ce problème de trésorerie et d'investissement pour cet agriculteur. Il lui fallait absolument une machine, il fallait absolument qu'il ait un hangar qui puisse commencer les travaux. Il n'y a pas eu de débat, j'ai convoqué les 2 présidents de groupe, je leur ai dit voilà, tout à l'heure, j'ai appris que l'agriculteur avait un problème. Aujourd'hui, c'est le conseil. Je vous propose une délibération sur table. Ils m'ont dit, il n'y a pas de sujet et ça a été voté à l'unanimité. Donc sur des choses, on arrive à se retrouver, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais moi, je n'ai pas eu de débat au sein du conseil municipal. Aucun débat. Tu arrives à obtenir l'unanimité dans ton conseil. Tu es pourtant un maire de droite qui vit dans un écosystème de la métropole lyonnaise plutôt à gauche. Comment est-ce qu'on vit dans un système politique un peu ambivalent, une commune à droite, un EPCI à gauche, une région à droite ? Comment est-ce qu'on tire son épingle du jeu dans ce système politique ? Alors déjà, moi, je parle avec tout le monde. Voilà. Ça, c'est clair. On s'entend très bien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'en fais partie également. Je suis dans l'exécutif. La métropole, les relations sont courtoises, mais ça n'arrive pas derrière, en fait. Moi, sur un mandat, je ne sais pas si on aura atteint le 1 million d'euros d'aide. D'accord. Le dernier mandat, c'était 9. Est-ce que tu penses que c'est pour toi quelque chose qui est lié aux dissensions politiques ? J'espère pas, mais je pense fortement. Okay. Mais je ne l'espère pas. Donc 9 millions au précédent mandat, un petit million même à pas, celui-ci ? Même pas. Et puis,
Dernière en date, on a un projet à 600 000 euros, qui est un projet intergénérationnel, où on nous a dit si vous voulez rentrer dans les cases, allez-y. On a fait venir des conseillers de la métropole qui ont aidé mes équipes à construire le projet. Et finalité, c'est 0 à la fin. Mais c'est pas comme ça. T'as pas la subvention. Non, j'ai pas la subvention. Donc c'est la ville qui va mettre 600 000 euros avec une aide de la région à hauteur de 20 000 euros. Donc là, d'accord. Donc la région n'arrive pas à compenser à 100% ce que tu n'as pas de l'autre côté. Non, parce que c'était une aide ciblée sur l'inclusion pour la partie régionale. Et la région nous a beaucoup aidé à hauteur d'1 million sur le dernier gymnase qu'on a mis. Et voilà, donc, mais c'est compliqué, c'est problématique parce que en fait, mes habitants, ils payent des impôts. Bien sûr, c'est contribuable comme les autres. Un certain nombre de taxes. Notamment, et du coup, moi, je pense que le retour, il n'est pas là. Le retour attendu, il n'y est pas. Et ça me pose un gros problème. Est-ce que ça génère, j'imagine, quelques tensions dans les exécutifs ? Comment est-ce qu'on vit ces tensions quand on est le représentant d'une commune qu'on estime lésée ? Alors, représentant d'une commune qu'on estime lésée, moi je ne suis pas à la métropole. Ouais. Donc on a quelquefois des conférences de maires, mais les sujets, généralement il y en a 3 et on peut s'exprimer, mais c'est tout. Voilà. Donc oui, on va attendre la fin du mandat et puis après on verra, on espère qu'il y aura un rassemblement d'un peu tout le monde pour qu'on puisse faire avancer cette métropole, grande métropole. C'est donc le grand écart d'un maire qui au local peut faire avancer ses dossiers, régler des problèmes profonds de la société, et puis qui, à l'échelon au-dessus, est englué dans un espèce de marasme politique qui confine à l'inaction. Ouais, c'est clair. Moi, d'entendre, et tu l'as bien dit, hein, nous, je leur dis encore une fois, c'est pas de notre compétence, mais on ne détourne pas le regard. Et d'entendre d'une collectivité cette réponse, c'est pas de notre compétence. Ok, mais à la limite, cherche un peu, même une petite somme pour nous aider, ça peut débloquer des petits verrous. Et c'est ça que je reproche à la métropole. C'est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une structure qui est trop grosse, très clairement. Tu viens de parler d'un projet qu'ils n'ont pas voulu subventionner. Je crois que c'est un projet sur lequel tu as terminé tes travaux et même eu des dégradations. Ouais. C'est un magnifique projet intergénérationnel. L'idée, tu peux faire du sport avec tes enfants, tu les poses sur l'aire de jeu pour enfants et toi, tu cours sur une piste d'athlétisme ou tu fais de la musculation ou du vélo. L'idée, c'est le pompier sportif voilà, que l'on retrouve. Voilà. Mais ça le père vaut, de famille. Et le père de famille. Et ça vaut aussi pour un grand-père, une grand-mère. Voilà, c'est un plateau intergénérationnel. On retrouve du basket, de la musculation, des jeux pour enfants, une piste d'athlétisme, effectivement, qui venait d'être coulée. Et on a 5 je vais rester tranquille, mais 5 jeunes mineurs et également majeurs qui sont venus et qui ont pas trouvé mieux que de graver leur pseudo Instagram sur cette piste qui venait d'être coulée. Donc bien sûr, ils voulaient que leur mère les follow. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors on a tout fait pour pas que ce soit pas le cas, mais le lendemain matin, c'est ce qu'on a découvert. La piste avait durci et résultat des courses, 50 000 euros de travaux avec un décalage d'1 semaine et demie sur l'inauguration. On l'inaugurera d'ici quelques jours. D'accord, donc tu as dû faire gratter la piste et la refaire ? C'est complètement. Waouh. Parce que c'était une vraie piste d'athlée. Mais ça m'a vraiment embêté parce qu'on a gardé, alors bien sûr, on a la vidéo, on a la plaque d'immatriculation. Tu as 300 caméras, je crois, à Mions, c'est ça ? Alors nous, on en a 140 sur la ville, mais on en a 300 dans le cadre de la mutualisation, c'est ça. D'accord. Et du coup, oui, après ça... Donc tu as pu, grâce aux caméras, remonter assez facilement les auteurs. Et alors maintenant, on attend de justice, en espérant, et puis je l'ai dit, je l'ai répété à la presse, aujourd'hui, on fait les déclarations d'impôts. Moi, c'est hors de question que ce soit mes habitants qui payent. Mais c'est clair et net. C'est pas à nous de payer pour des délinquants qui viennent pourrir la vie des autres et détériorer les projets qu'en plus on a fait en commun avec des assistantes maternelles, avec des anciens, avec des jeunes, avec des assos. C'est un projet qu'on a fait, on était une 50aine autour de la table et moi j'en suis fier de ce projet. Et il n'est pas question que nous, habitants de la commune, on paye pour ces gens-là. Voilà. D'ailleurs, en parlant de sécurité et de la masse qui paye parfois pour la minorité, je crois que tu as eu quelques petits soucis avec notamment des mineurs et que tu as été conduit à prendre un arrêté. Je t'ai vu d'ailleurs passer à la télévision il y a peu, un arrêté de couvre-feu. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? C'est assez atypique. C'est assez atypique, mais en fait, avec ces faits-là, ça faisait 2 mois, grosso modo, un peu plus, 2 mois et demi, qu'on avait quand même qu'on repérait une montée de la délinquance sur des mineurs qui étaient liés à quelques majeurs. Ça, c'est dans un second temps qu'on traite les problèmes. Et le coup de grâce, ça a été la piste. Je me suis dit, maintenant, il faut arrêter.
parce que c'était des jets de détritus, de la consommation de protoxyde d'azote. Et puis je me suis dit, ils montent crescendo, ils commencent à détériorer. La veille, j'étais allé les attraper en leur disant, les gars, je leur parle, on est jeunes tous les deux, c'est un peu plus facile de leur parler. Et je leur dis, les gars, il ne faut pas rester là, vous avez les chaises de camping, vous vous mettez au milieu de la route, les gens ne peuvent pas se garer, vous consommez du proto, vous consommez de l'alcool, maintenant vous partez. Et je me suis retrouvé face à un mineur de 15 ans qui vient vers moi et qui me dit, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as 41 ans, tu dis, écoute, c'est plus possible, là, on a dépassé un cap. En plus, bien sûr, quand on est maire, on a les rapports de la police municipale et de la gendarmerie. On voit toujours les mêmes noms dans la majorité des faits. Donc maintenant, stop, j'ai dit, on va siffler la fin de la récré. Et on a sorti avec mon équipe, en lien avec le préfet délégué à la sécurité, j'ai averti les gendarmes, bien sûr, un arrêté qui interdit la circulation des mineurs de moins de 17 ans. On avait déjà un arrêté pour les moins de 13 ans depuis 2014. Et qui était respecté, valide, ce qui fait qu'on a un taux de délinquance de mineurs qui est faible, mais qui était encore plus faible que la moyenne. De façon très concrète, comment ça se passe ? Un gamin de 12 ans est dehors à 23h, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il n'a rien à faire à 23h, quand on est monsieur tout le monde. Aujourd'hui, si à 23h ou à 22h, il y a un mineur de moins de 17 ans qui est dans la rue, eh ben, vous avez la police municipale qui le contrôle, qui appelle les parents viennent le chercher et c'est 150 € d'amende. Okay. Donc voilà, j'ai fait un arrêté qui a été fait par rapport aux faits de délinquance sur des secteurs identifiés. Donc c'est pas sur tout le périmètre de la commune, c'est sur des lieux où il y a des problèmes. Où on a des problèmes de squat, on a des soucis de protoxyde d'azote, parce qu'on parle de l'alcool, mais l'alcool aujourd'hui chez les jeunes, c'est infime. Une part du fléau le proto, c'est horrible. Ouais. Et c'est incontrôlable. Et puis on ne peut pas leur dire, il faut les choper sur le fait, donc c'est hyper dur. Et donc je disais secteur identifié, de 22h à 6h du matin. D'accord. Moins de 17 ans, 150 € d'amende si on les attrape, et ils sont remis aux parents. Alors là, c'est un sujet intéressant et qui se développe sur plusieurs axes. On va parler du premier. Comment est-ce que l'État, notamment la préfecture avec son contrôle de légalité, appréhende un arrêté un peu radical comme celui-là ? Alors, c'est ce que je te disais, j'ai quand même travaillé avec eux. Okay. On conseillait sur le fait qu'il fallait également, sur cet arrêté-là, mettre des faits. Alors, on ne peut pas dire du jour au lendemain, on le crée et on n'a pas de faits. Nous, en l'occurrence, on avait des stats et on les a mis dans l'arrêté et puis on l'a fait par secteur et non pas sur l'ensemble de la ville. Et moi, après, je l'appréhende bien. Aujourd'hui, j'ai mon opposition. Donc ça veut dire que l'État, là-dessus, n'est pas du tout dans une démarche d'obstruction. Non, pas du tout. Au contraire, elle est dans une démarche de co-construction pour que l'arrêté soit conforme à la réglementation en vigueur. C'est clair. OK. Donc ça, c'est le premier axe. L'État, c'est OK. Tu allais parler de ton opposition. J'ai l'opposition. Qu'est-ce qu'ils disent ? L'opposition, bien sûr, mais je suis un facho, j'aurais dû convoquer les parents, je l'ai fait il y a 2 mois, je ne vous ai pas attendu, qu'est-ce que j'aurais dû faire encore ? Peut-être aller jouer au foot avec eux, etc. Stop. Stop. Là, on parle de 10 à 15 jeunes qui ont un casier judiciaire long comme le bras, qui font des vols d'accessoires, qui emmerdent tout le monde, qui pourrissent la vie des gens. Donc moi, je suis là pour faire respecter la loi sur ma commune et l'ordre aussi, c'est quand même une mission qu'on a, donc je le fais. Voilà, je suis un gamin de là-bas. Moi, je veux pas que ma ville, ce soit le Bronx. Donc, très clairement, j'ai une très grande majorité, mais quand je dis une très grande majorité, c'est vraiment, peut-être 5% des gens qui veulent pas qu'il y ait cet arrêté. Les autres comprennent très bien. Et en plus, c'est de la prévention. C'est de la prévention parce que ça détache ces mineurs-là de 15, 16, 17 ans qui étaient proches des jeunes majeurs qui foutent un peu le bordel. Donc, ça les fait rentrer à la maison. Ça les protège d'une certaine façon. Ça les protège. Et tous les autres qui étaient proches de ces mineurs-là, ça les protège également. Et après, voilà, on m'a dit oui, mais ceux qui vont au cinéma. Le cinéma à Mions, la séance, elle est à 20h. Donc le film, il ne dure pas 2 heures. Et puis on a quand même des policiers qui savent faire preuve de discernement, des policiers municipaux et gendarmes. Donc voilà, moi, j'ai pas de sujet. C'est pas contre toute la jeunesse. C'est bien contre une partie, une infime minorité qui pourrit la vie des gens. Et il faut que ça cesse aujourd'hui. On a un sujet de la délinquance des mineurs. Il faut que ça s'arrête. Et si nous, maires, on ne prend pas les devants, c'est pareil, on va se cacher, voilà, et puis on va dire on le fait pas. Et puis attendre que tout ça passe tout seul, ce qui n'arrivera pas. C'est clair. Mickaël, merci pour cet entretien. On s'est vu en novembre, on se voit au mois de juin. Je crois qu'il faut se redonner rendez-vous en novembre pour faire un point de l'actualité de Mions. Et là encore, ça donnera plein d'idées aux candidats qui suivent les contenus politiques pour préparer 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.